Et si un jour, au beau milieu de la guerre, des hommes avaient décidé un jour d'arrêter de s'entretuer? Pas pour obéir, pas pour gagner, juste parce qu'ils ne voulaient plus tuer. Cette scène, tu pourrais la croire inventée, et pourtant, elle a bien eu lieu. C'était le 25 décembre 1914, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, quelque chose d'impensable va se produire. Sur certaines portions du front, des soldats ennemis vont poser leurs armes, sortir de leurs tranchées et se rencontrer. Et ce que tu t'apprêtes à découvrir, ce n'est pas une légende, c'est l'un des épisodes les plus inattendus, les plus humains et les plus troublants de toute la Première Guerre mondiale. Voici l'histoire vraie de la trêve de Noël. En août 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, beaucoup s'imaginent encore rentrer à la maison pour les fêtes de Noël. La guerre sera finie avant Noël, pensent soldats et civils de tout pays. Hélas, en décembre 1914, cette illusion s'est brisée. Le conflit fait rage depuis 5 mois et s'enlise dans les tranchées boueuses du front occidental. Les armées ont creusé des centaines de kilomètres de tranchées de la mer du Nord à la Suisse et aucun camp ne parvient à emporter la décision. Les pertes humaines ont déjà été terribles et l'idée d'une guerre courte s'est évaporée. En cette fin d'année 1914, le front ouest est figé. Chaque camp se terre dans ses positions glaciales séparées par le No Man's Land, cette étendue dévastée par les obus et hérissée de barbelés. Les soldats vivent au rythme des tirs d'artillerie, des assauts meurtriers et d'un quotidien misérable. La boue, le froid, la vermine et la peur sont leur lot quotidien. On grelotte dans des abris de fortune, en essayant de se réchauffer comme on peut. La fatigue est telle qu'un combattant britannique écrira plus tard que le seul moyen de quitter les tranchées était d'être évacué blessé ou pire. Pourtant, malgré cette routine d'enfer, l'esprit de Noël tente timidement de s'inviter sur le front. À l'arrière, des compagnes de dents s'organisent pour envoyer des colis de Noël aux soldats. Les Britanniques reçoivent la fameuse petite boîte en laiton de la princesse Marie, remplie de chocolat, de tabac et d'un message royal de vœux. Le Kaiser allemand Guillaume II envoie à ses hommes des cadeaux, des pipes pour les soldats et des cigares pour les officiers. En France, on collecte vin et friandises. Le président Poincaré visite même un entrepôt où s'entassent 1200 bouteilles offertes par des vignerons pour le front. Chaque nation veut apporter un peu de chaleur dans les tranchées. Le 7 décembre 1914, le pape Benoît XV va jusqu'à appeler officiellement à une trêve de Noël, en suppliant de faire taire les armes ne serait-ce que le temps des fêtes. Les gouvernements allemands, britanniques et belges semblent accueillir favorablement l'idée en parole, mais aucune trêve formelle n'est organisée par les états-majors. Sur le terrain, les soldats ne reçoivent pas d'ordre de cesser le feu. La fête de Noël s'annonce donc comme un jour de plus en pleine guerre. Le 24 décembre 1914, au soir, la nuit de Noël tombe sur le front. Imagine-toi juste un instant dans ces tranchées glacées. Tu es un jeune soldat, mort de froid, émitouflé tant bien que mal sous un uniforme détrempé. Autour de toi, la boue atteint tes chevilles. Dans l'air flotte une odeur de terre mouillée, de fumée et de linge sale. Tu penses à ta famille qui est loin derrière, qui doit se demander finalement comment tu vas. Et peut-être as-tu reçu un colis plus tôt dans la journée, un de ces paquets de Noël remplis de gâteries qui remontent un petit peu le moral. Et autour de toi, tes camarades essayent tant bien que mal de fêter malgré tout. Certains décorent un maigre sapin planté dans la tranchée allemande voisine. En face, les Allemands ont reçu des petits arbres de Noël envoyés par leur commandement. Sur les parapets allemands, on aperçoit justement des lueurs inhabituelles, de petites bougies vacillantes éclairant des sapins dressés au-dessus du No Man's Land. Les sentinelles britanniques plissent les yeux dans le noir. Que se passe-t-il en face ? Est-ce un piège ? Mais non, ce sont bien des bougies. Soudain, la nuit calme est percée d'un son inattendu. Un chant. Une mélodie connue s'élève depuis les lignes allemandes et flotte au-dessus des deux camps. Les soldats tendent l'oreille. Incroyable, les Allemands sont en train de chanter. Et pas n'importe quoi. Stille Nacht, Heilige Nacht, le cantique Douce Nuit en allemand.
Surpris, les Britanniques écoutent ce chant de Noël qu'ils reconnaissent. Après un moment d'hésitation, voilà que dans les tranchées anglaises, des voix s'élèvent à leur tour. On chante Silent Night en anglais, répondant au chant ennemi. Puis, ce sont d'autres cantiques, O Tannenbaum, côté allemand, repris par quelques soldats écossais qui en connaissent l'air. Une sérénade de Noël improvisée s'installe ainsi d'une tranchée à l'autre, chaque camp chantant pour l'autre à tour de rôle dans le silence surnaturel du champ de bataille. Imagine la scène, des hommes qui, quelques heures plus tôt, s'entretuaient, se tiraient dessus, applaudissent maintenant les chants de l'ennemi. Incroyable, n'est-ce pas? Parce que oui, lorsqu'un cantique finit, on entend des applaudissements depuis la tranchée opposée, on croirait rêver. Sur cette terre meurtrie, la musique de Noël a finalement remplacé le fracas de la guerre. À la faveur de ces chants partagés, les cœurs s'apaisent un peu. Tapis dans l'ombre, des silhouettes ennemies osent même se montrer sans tirer. « Camarades, ne tirez pas !» entend-on crier avec un accent germanique. Le long de la ligne de front, de petits gestes de fraternité éclatent, ça et là, comme des lueurs dans la nuit. Côté britannique, les nerfs sont tendus. Est-ce une ruse de l'ennemi pour nous attirer dehors? Les officiers craignent le piège, mais la curiosité l'emporte. Vers 22h ce soir-là, dans un secteur tenu par les Écossais, un soldat allemand lance soudain à voix forte en anglais « Come over here !»« Approchez par ici !» Depuis sa tranchée, un sergent britannique lui répond prudemment « Vous, venez à mi-chemin, et j'irai à mi-chemin aussi. Personne ne tire. » À tâtons dans la pénombre, les deux hommes sortent lentement de leurs lignes respectives et s'avancent chacun de quelques pas dans le no man's land glacé. Tous les regards de leurs camarades sont braqués sur eux. On retient son souffle. Cette nuit de Noël est en train de basculer dans quelque chose d'inédit. Deux soldats ennemis se dirigent l'un vers l'autre, sans armes, au milieu de ce terrain vague d'ordinaire balayé par la mitraille. Que va-t-il se passer? Le soleil se lève sur le 25 décembre 1914 dans un brouillard d'hiver. Ce matin de Noël, une fine gelée recouvre le sol criblé de cratères. Habituellement, l'aube est l'heure dangereuse, celle des assauts surprises ou des tirs de sniper. Mais aujourd'hui, aucun coup de feu ne retentit. Au contraire, un silence étrange enveloppe le front, comme si la guerre elle-même s'était assoupie le temps du réveillon. Les premiers à oser bouger sont ces deux silhouettes qui s'étaient rapprochées la veille au soir. Au milieu du no man's land, Britanniques et Allemands ont échangé quelques mots et convenu d'une trêve informelle pour la nuit. Encouragés par le calme, d'autres soldats montrent timidement leur tête au-dessus des parapets. Ils agitent des bras, crient « Merry Christmas, joyeux Noël » à l'adresse du camp d'en face. On se salue de loin en levant les bras, puis peu à peu, la tentation de se rencontrer pour de bon l'emporte. C'est ainsi qu'en certains points du front, vers 9h du matin, des groupes d'hommes déposent leurs fusils, enjambent le parapet et sortent à découvert. Un par un, des soldats allemands sortent de leurs tranchées, les mains en l'air, manifestement désarmés. En face, les Britanniques n'en croient pas leurs yeux. Sur l'instant, certains braquent leurs fusils, prêts à faire feu. La peur du piège est tenace. On allait tirer sur eux quand on a vu qu'ils n'avaient pas d'armes, racontera un jeune lieutenant britannique, Alfred Dougan Chater. Très vite, constatant la bonne foi de l'ennemi, un officier anglais ordonne de baisser les armes. Un de ces hommes se hisse hors de la tranchée et s'avance à son tour, à main nue, vers l'Allemand le plus proche. Ce qui se déroule ensuite dépasse l'entendement des soldats présents. Je crois que j'ai vu aujourd'hui l'un des spectacles les plus extraordinaires qui soient, écrira plus tard le lieutenant Chater dans une lettre à sa mère. En quelques minutes, la zone neutre entre les lignes s'est remplie de soldats et d'officiers des deux côtés, se serrant la main et se souhaitant « Joyeux Noël ». Des dizaines puis des centaines d'hommes sortent ainsi des entrailles de la terre et convergent au milieu, là même où ils s'entretuaient encore la veille. La scène est surréaliste, des uniformes anglais et allemands mêlés, des hommes qui discutent, rient, échangent des poignées de main, eux qui, la veille, se tiraient dessus sans même se voir de près, découvrent soudain le visage de l'ennemi. Certains soldats ne reviennent pas de voir à quoi ressemblent réellement ceux d'en face. Ils sont jeunes, barbus, sales et transis de froid, tout comme nous. Pas des monstres, pas des sauvages, juste des gars venus de Liverpool ou de Hambourg qui pourraient presque avoir le même âge que son frère ou son cousin.
On se regarde un peu gêné, on sourit timidement, puis on finit par éclater de rire en se voyant de si près avec nos sales tranches de soldats boueux. La glace est brisée. Très vite, on commence à échanger des cadeaux improvisés. Un Britannique sort une tablette de chocolat de sa gamelle et l'offre à un Allemand, qui, en retour, lui tend une cigarette faite maison. Un autre troque un pot de confiture contre une tranche de saucisson. On ouvre les colis reçus de l'arrière pour en partager le contenu. Ici, c'est du tabac, là des biscuits, ou du rhum et du schnapps qu'on se fait goûter mutuellement. Des cigares circulent de main en main, des gorgées de café chaud contre du thé anglais. Les échanges sont bon enfant. Tout le monde essaye de donner quelque chose. Un soldat allemand offre le casque à pointe qu'il porte à un officier écossais, qui en retour lui donne sa casquette en souvenir. Plus tard, ils prendront même des photos ensemble. Des instants incroyables, figés sur la pellicule, témoigneront de ces moments de fraternité. On profite aussi de cette trêve inespérée pour penser aux camarades tombés. Depuis des semaines, les corps de nombreux soldats gisent entre les lignes, inaccessibles sous le feu. Aujourd'hui, Allemands et Britanniques s'accordent pour ramasser enfin leurs morts. Ensemble, ils forment des équipes pour parcourir le No Man's Land avec des brancards. La scène est vraiment poignante. Des hommes aux uniformes différents, qui hier s'entretuaient encore, soulèvent maintenant ensemble le corps d'un soldat tombé entre les lignes. On creuse des fosses communes dans le gel et par moments, un court office funèbre est prononcé en bilingue. Il y a des prières en anglais et en allemand qui s'élèvent côte à côte au-dessus de la tombe improvisée. Et finalement, tous se tiennent au garde à vous pour saluer le corps, quel que soit leur camp. Et dans un secteur, soldats allemands et écossais chantent ensemble un psaume pour les funérailles et partagent finalement les mêmes paroles sacrées, mais chacun dans leur langue. Et une fois ce devoir accompli, les soldats referment la terre sur la tombe et à cet instant, quelques ennemis se tapent fraternellement sur l'épaule, conscients de vivre finalement un moment d'humanité rare. Au fil des heures, la méfiance fait place à la curiosité, puis à une réelle camaraderie. La barrière de la langue oblige à de grands gestes, à parler lentement, mais on parvient à communiquer. Beaucoup d'Allemands parlent quelques mots d'anglais. Certains travaillaient à Londres avant la guerre ou ont appris à l'école. Et quelques Britanniques connaissent l'allemand. On échange des nouvelles. « Ma femme a eu un bébé il y a 3 semaines », dit un soldat en montrant fièrement la photo d'un nouveau-né. Un soldat britannique de 19 ans rougit jusqu'aux oreilles quand ses camarades le charrient parce qu'une jolie Allemande lui a écrit une carte de Noël en prétendant être sa fiancée. On montre les photos de famille qu'on garde précieusement dans sa veste et on dévoile les prénoms des enfants et des fiancés. La découverte est troublante. En face, ces jeunes gars ont une mère, une fiancée, exactement comme nous finalement. Pendant un instant, les soldats oublient jusqu'à la guerre. Ils parlent de leur vie d'avant, des souvenirs du pays, des petits riens du quotidien, comme s'ils étaient de vieux copains en train de tuer le temps. Et sur un coin du champ de bataille, un Écossais a même installé un salon de coiffure improvisé pour proposer ses services aux barbiers allemands contre quelques cigarettes. Et tout le monde, bien sûr, commence à rire en voyant les Allemands faire la queue bien sagement pour se faire coiffer par un Écossais. La scène est limite surréaliste. Et un peu plus loin, on peut voir que d'autres ont carrément sorti un jeu de cartes assis en rang par terre, déconnant entre eux, rigolant, se tapant sur les épaules. Le froid pique les visages, mais personne n'y prête attention. Pour la première fois depuis des mois, ces hommes peuvent respirer sans crainte en plein jour, debout en terrain découvert, sans redouter à chaque seconde la balle d'un tireur embusqué. L'un d'eux confiera plus tard avec émotion que pour la première fois depuis des mois, il a pu s'étirer sans avoir peur des tirs de mitrailleuse. Tout ça semble irréel. Nous étions en train de rire et de discuter avec des hommes que quelques heures auparavant nous essayions de tuer, racontera un soldat britannique n'en revenant toujours pas. Comment est-ce possible? Quelques heures plus tôt, ces mêmes visages étaient ceux de l'ennemi qu'il devait absolument abattre sans pitié. Et voilà qu'en ce jour de Noël, il n'y a plus un atome de haine entre eux. Le miracle de Noël a transformé l'espace de quelques heures des meurtriers en amis. Parmi toutes ces scènes de fraternisation, une histoire va particulièrement marquer les esprits, celle d'un match de football improvisé en plein No Man's Land. Sur un secteur du front tenu par les Britanniques, un soldat allemand surgit en tenant sous le bras un ballon de football. D'où vient-il? Un Britannique, Ernie Williams, jurera plus tard que le ballon est venu de nulle part, sans doute lancé depuis les lignes allemandes.
Très vite, les yeux de tous s'illuminent. Et si on jouait? Ils organisent des buts avec des casques ou des manteaux posés sur le sol. Une vingtaine de gars se mettent en ligne de chaque côté. D'autres forment un cercle. On se marre en voyant un Allemand un peu randouillard se désigner lui-même comme gardien de but. Il fait un clin d'œil en tapotant son ventre, arrachant des éclats de rire, y compris aux Britanniques d'en face. Et c'est parti! Un joyeux footing s'engage sur la terre gelée. La balle fuse, les soldats crient comme des gosses en se la passant. On tacle, on dribble, on shoot d'un grand coup de botte ferrée. La plupart jouent en veston et en pantalon militaire. Certains ont même gardé leur casque. Qu'importe, l'enthousiasme l'emporte sur tout. Les éclats de rire fusent quand un Allemand glisse dans un trou d'obus en ratant le ballon ou quand deux adversaires se heurtent mollement en courant après une passe. Ce n'est pas un match au sens sérieux. Il n'y a ni arbitre, ni comptage officiel des points, racontera Ernie Williams. C'est plutôt une mêlée joyeuse, un moment de pur divertissement. Alors il n'y a pas eu de comptage officiel, mais apparemment, selon l'histoire, les Allemands auraient gagné 3-2 ce jour-là. C'est en tout cas ce qu'écrira dans son journal un soldat allemand du nom de Kurt Zemmisch, et la légende du coup retiendra ce score symbolique. Mais finalement, peu importe le score, l'image est forte. Ce jour-là, des soldats ennemis ont couru ensemble derrière un ballon, comme des copains au parc, oubliant un instant la guerre. Et c'est ça le plus précieux. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout en temps de guerre. La journée de Noël file à toute allure, et avec elle ses heures miraculeuses. Vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière décline, un malaise commence à se faire ressentir parmi les officiers. Peut-on prolonger indéfiniment cette fraternisation? Dans certains secteurs, le haut commandement local s'aperçoit de la situation et réagit vivement. Un commandant britannique, furieux en apprenant que ses hommes fraternisent, envoie un messager. Ordre formel de rejoindre les tranchées immédiatement. La nouvelle se répand, c'en est fini de la trêve. Chacun doit regagner son camp avant la tombée de la nuit. Les soldats se séparent donc avec un pincement au cœur. On se serre une dernière fois la main. On se souhaite bonne chance d'une voix qui tremble un peu. Un Britannique offre en douce son couteau de poche à l'Allemand avec qui il avait sympathisé, comme pour lui dire « prends soin de toi ». Des deux côtés, certains soldats se font une promesse simple. « Demain, tu ne tires pas, d'accord ?» Un serment de main fait office de pacte. Dans d'autres endroits, on ruse un peu. Des soldats demandent de tirer, mais en l'air, juste pour faire du bruit, histoire que leur officier en arrière pense que le combat continue et ne soupçonne de rien. Une trêve fragile, mais protégée ensemble dans le secret. Mais tôt ou tard, la guerre doit reprendre vraiment. Le soir du 25 décembre, beaucoup retournent donc le cœur lourd dans leurs tranchées. La nuit retombe, glaciale et sombre, comme à l'ordinaire. En silence, chaque homme regagne son poste en remettant son fusil en bandoulière. La parenthèse enchantée est en train de se fermer. Le lendemain, 26 décembre, l'aube se lève à nouveau sur le No Man's Land blanchi par le givre. Et le fracas de la guerre finit par y reprendre ses droits. Dans certains endroits, on retarde le moment fatidique. Aucun coup de feu n'est échangé avant la mi-journée, chacun hésitant à redevenir meurtrier. Puis une première détonation claque, brisant le charme. D'autres suivent encore timides. On vise haut, délibérément à côté de la cible, comme pour dire « Vous voyez, on est obligé de tirer, mais on ne veut pas vous blesser ». Ce que vivent en fait ces soldats pendant cette trêve, c'est ce qu'on appelle en psychologie une dissonance cognitive. C'est le malaise intérieur qu'une personne ressent lorsqu'elle est confrontée à des pensées ou émotions contradictoires en même temps. Et dans le cas de la trêve de Noël 1914, les soldats conditionnés à haïr l'ennemi se retrouvent soudain à sympathiser avec lui, à partager des chants, des cadeaux, des moments d'humanité avec ceux qu'on leur avait appris à considérer comme des monstres. Et cette contradiction va créer un tiraillement interne puissant. Comment continuer à percevoir l'autre comme une menace après avoir ri et chanté ensemble autour du même sapin? Et ce conflit intérieur, c'est le cœur de la dissonance cognitive. Un choc psychologique entre la haine apprise et l'empathie spontanée, entre le devoir de guerre et la compassion humaine. Il faut vraiment imaginer la difficulté et l'émotion qu'ont dû ressentir ces hommes en retournant dans les tranchées le lendemain, contraints de redevenir des ennemis après avoir été finalement des frères d'un soir. Mais peu à peu, de nouveaux ordres arrivent. Des renforts frais sont envoyés en ligne à la place des fraternisés. Ces nouvelles troupes, n'ayant pas participé à la trêve, n'éprouvent aucune amitié pour l'ennemi.
elles ouvrent le feu sans état d'âme et la machine infernale de la guerre se remet en marche. Les états-majors, en apprenant ces événements, sont consternés, voire furieux. Pour les généraux farouchement attachés à la discipline et à la haine de l'ennemi, cette fraternisation est une inconduite grave, une trahison de l'esprit militaire. Comment des soldats ont-ils pu ainsi fraterniser avec l'ennemi sans autorisation ? Rapidement, des mesures strictes sont prises pour que jamais plus pareil affront ne se reproduise. Dès 1915, le haut commandement allié donne des consignes sévères. Plus question de laisser le moindre répit à l'adversaire pendant les fêtes. À l'approche de Noël, les unités sont relevées ou déplacées fréquemment pour éviter toute complicité naissante. Les jours de fête, on intensifie au contraire les bombardements et les attaques locales pour empêcher tout cessez-le-feu spontané. Les soldats surpris à parlementer avec l'ennemi risquent désormais la cour martiale et de lourdes peines. Le lieutenant britannique Bruce Bairnsfather, qui avait participé à la trêve de 1914, l'a échappé belle. On a songé à le sanctionner pour cette faute, mais il évitera de justesse le passage en cour martiale. Le commandement allemand, de son côté, condamne également toute familiarité avec le camp d'en face. À l'est, du côté russe, pas de trêve non plus, et pour cause, les fêtes orthodoxes ne tombent pas aux mêmes dates, et la guerre y est tout aussi implacable. Ainsi, Noël 1914 restera unique dans l'histoire de la Grande Guerre. Ni Noël 1915, ni 1916, ni 1917 ne verront de telles scènes de fraternisation généralisée. La brutalisation croissante du conflit avec l'usage des gaz, les bombardements massifs, les millions de morts rendra sans doute ce genre de rapprochement impossible par la suite. Et ce qui a peut-être été possible là, c'est qu'en 1914, la guerre était encore jeune. Les soldats n'avaient pas eu le temps de nourrir une haine personnelle trop profonde. Et 2 ans plus tard, après les autres carnages, les combattants seront endurcis et amers, ne voyant plus en l'ennemi qu'une cible anonyme. Et du coup, la trêve de Noël 1914 apparaîtra rétrospectivement comme une anomalie qui est presque incompréhensible. Et pour les généraux, comme un dangereux relâchement qui ne devait plus se reproduire. La guerre a repris son cours, de façon toujours plus meurtrière, mais le souvenir de cette incroyable journée de Noël 1914 ne disparaîtra jamais tout à fait. Sur le moment, l'histoire restera presque confidentielle. La censure militaire veille à n'ébruiter que le strict minimum. Il faut éviter que l'arrière-front et pire encore, l'ennemi, ne pense que nos soldats fraternisent avec l'adversaire. Pendant un temps, on étouffe donc l'affaire. Ce n'est que des semaines plus tard que quelques journaux publieront, souvent discrètement, des récits de la fraternisation. En février 1915, un journal local britannique raconte ainsi ces échanges de Noël entre ennemis, confirmés par des lettres de soldats. Mais globalement, l'événement demeure peu connu du grand public jusqu'aux années 1960, quand les historiens et les témoins encore en vie commencent à en parler ouvertement. Aujourd'hui, avec le recul, la trêve de Noël 1914 est devenue une véritable légende, un symbole d'espoir au cœur des ténèbres de la guerre. Parce que oui, l'image de ces soldats qui posent leurs fusils pour échanger des sourires et des cadeaux est gravée dans les mémoires. Elle rappelle que même en plein chaos, l'esprit humain aspire à la paix et à la camaraderie. Et on pourrait être tenté de minimiser l'importance de cette trêve. Après tout, ce n'est qu'une pause locale, brève, dans un conflit mondial qui allait faire des millions de morts. En réalité, seuls quelques secteurs ont vécu ces instants de fraternité, surtout autour d'Ypres, en Belgique, ou dans le nord de la France, en Artois. Partout ailleurs, les combats ont continué comme si de rien n'était. Le 25 décembre 1914, plus de 80 soldats britanniques sont tués dans des zones où aucune trêve n'a eu lieu. Et côté français, la situation était très différente. Beaucoup de soldats voyaient leur propre village occupé, leur famille menacée, alors l'idée même de fraterniser avec l'ennemi, inimaginable. La haine, la colère, la peur étaient trop fortes. Il n'y avait donc pas eu de trêve d'ampleur entre Français et Allemands, ni entre Belges et Allemands d'ailleurs. En fait, cette parenthèse de paix a surtout concerné les soldats britanniques et les soldats allemands. 2 camps qui ce soir-là ont réussi à se voir, non plus comme des ennemis, mais comme des hommes. Malgré tout, l'impact symbolique de l'événement est immense. Son souvenir nous interpelle sur la nature humaine en temps de guerre. Comment expliquer que des hommes conditionnés à se tuer les uns les autres aient soudain décidé, spontanément, d'arrêter le massacre pour partager un moment d'humanité ? Est-ce la magie de Noël qui a opéré ?
Le poids de la religion encore très présente, incitant à la paix du jour de la nativité? Ou plus simplement la fraternité d'armes, ce sentiment diffus de respect pour l'autre qui vit la même misère que vous, de l'autre côté des barbelés? Sans doute un peu de tout ça. Beaucoup de soldats ont dû ressentir au fond d'eux l'absurdité de ce qu'on leur demandait. En face, ces soldats subissaient les mêmes souffrances, le froid, la peur, la nostalgie du foyer. Quand ils ont entendu les chants de Noël, ces hommes ont peut-être soudain réalisé qu'ils partageaient les mêmes valeurs, les mêmes chansons et les mêmes souvenirs d'enfance. La curiosité et l'empathie ont pris le pas sur la peur et la haine. Durant quelques heures, l'humanité commune a triomphé de la folie guerrière. Évidemment, le cynisme de la guerre a vite repris ses droits. Mais n'est-ce pas précisément ce contraste qui rend la trêve de Noël si marquante? Ce jour-là, sur quelques kilomètres carrés, la guerre a fait relâche, laissant apparaître la bonté simple des hommes ordinaires pris dans son engrenage. Ce n'était ni un plan des généraux, ni une capitulation, juste un accord tacite entre soldats parce qu'ils en avaient assez de haïr pour un instant. On peut y voir un formidable message d'espoir. Le simple fait de penser que des soldats chargés de tuer l'ennemi aient pu faire taire les fusils pendant quelques heures donne espoir au genre humain. Si ça a été possible, c'est que même au milieu de l'enfer, l'esprit de paix peut trouver son chemin. La trêve de Noël 1914 est depuis entrée dans la culture populaire comme un symbole. Des chansons lui rendent hommage, comme Pipes of Peace de Paul McCartney ou le morceau Christmas Truce du groupe Sabaton, qui narre cet épisode fraternel. Le cinéma s'en est emparé, notamment avec le film Joyeux Noël de Christian Carion, qui dépeint de façon émouvante cette rencontre improbable. Dans les manuels d'histoire, on la cite en exemple de l'horreur de la guerre tempérée par un sursaut d'humanité. Sur les anciens champs de bataille, des monuments commémorent l'événement, comme à Ploegsteert en Belgique. Une statue de soldat se serrant la main a été inaugurée en 2014, 100 ans après. Et toi qui entends cette histoire aujourd'hui, quand retiendras-tu? Peut-être l'image de ces soldats échangeant du chocolat au lait contre du cigare? Ou jouant au foot là où hier encore, ils se battaient à mort? Peut-être la leçon qu'au-delà des ordres et des drapeaux, ce sont des hommes avant tout, avec leurs rêves et leurs peurs, qui se font la guerre. Et en ce Noël 1914, ils ont surtout démontré que la paix pouvait surgir d'en bas, du cœur même des combattants. Finalement, ça donne une lueur d'espoir, comme une étoile dans la nuit de décembre. Alors la prochaine fois que tu entends Douce Nuit un 24 décembre, pense à ces mains tendues entre ennemis, à cette poignée franche échangée entre deux hommes qui la veille encore se tiraient dessus. Et souviens-toi de ça, même dans les pires moments, même au cœur de l'horreur, l'humanité peut ressurgir. Parfois, il suffit d'une nuit, d'un chant, d'un geste. La paix n'est jamais totalement impossible. Alors je te souhaite de passer un très bon Noël, entouré de ceux que tu aimes. Et si jamais cette journée dérape un peu, tension, dispute, ambiance tendue, rappelle-toi que si des hommes en guerre ont réussi à faire une trêve, tu peux toi aussi faire la paix autour de la table. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. En attendant, pense à liker si ça t'a plu, à t'abonner pour ne rien manquer. Et tu peux aussi m'écouter sur Spotify, le lien est dans la bio. Prends soin de toi, passe de bonnes fêtes et à très bientôt. Ciao!